Bonjour à toutes et tous et ravi de vous accueillir dans cette table ronde dont le titre est Espace de données, la revanche européenne avec un point d'interrogation, je le signale, ça va être l'objet de notre débat. Et donc j'ai le plaisir d'accueillir 4 personnalités pour cette table ronde. Je vais vous les donner dans l'ordre dans lequel ils se sont assis. Donc on a d'abord Stéphane Lemerle. Donc Stéphane est directeur de projet sécurité domaine souverain chez Orange et il est également responsable du groupe de travail souveraineté occlusif. Nous avons ensuite Philippe Latombe qui est député de Vendée et membre de la commission des lois et très actif sur le numérique. Beaucoup d'entre nous le suivent sur cette partie-là. Nous avons ensuite Johan Siard qui est senior architecte cloud chez Ionos et ensuite Louis Nogès qui est donc le directeur de la stratégie de Wizy.io et président de Dazel Innovation. Et nous avons le plaisir, les charmes du direct, d'accueillir Madame Constance Neboula. Venez Madame, prenez le temps de vous asseoir. Je sais que votre agenda était très chargé. C'est très aimable de vous joindre à nous. Donc Constance Neboula est la présidente d'Open Data France et vice-présidente de la région Pays de Loire. Bienvenue à vous tous pour cette table ronde. On va laisser Madame Neboula reprendre son souffle, on l'interviewera un petit peu plus tard. Et donc je vais commencer par une première question dans cette table ronde et on laissera le temps ensuite de dialoguer avec vous, de prendre toutes vos questions naturellement à la fin de la table ronde. Donc une première question peut-être pour vous Philippe Latombe, qui est l'homme de la commission des lois, notre député ici. On voit que depuis plusieurs mois et même plusieurs années, on a beaucoup de régulations qui nous viennent de l'Europe, en particulier le Data Act, le Data Governance Act, l'IA Act, le Cyber Resilience Act, le DMA, le DSA, j'en passe, c'est des meilleurs. Finalement, on est pris un petit peu dans cette forêt de lois, de décrets, de régulations. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous décrire et nous éclairer par rapport au sujet de notre table ronde, comment ces lois, ces décrets peuvent un petit peu nous aider à circuler dans les espaces de données et à reprendre le lead en Europe. Bonjour, merci. D'abord, heureux d'être là et merci de cette question parce que généralement, quand on parle de régulation, la plupart des gens nous disent mais il y en a beaucoup, il y en a trop, on régule trop, ça va pas. C'est quoi cette succession de textes? Et en fait, il faut essayer de prendre ces textes avec un peu de hauteur en se disant que ils sont censés à chaque fois couvrir un périmètre, une question posée. On prend Nice 2 qui va arriver en octobre. Elle est faite pour faire monter en compétences et en protection toutes les entreprises, les OIV et les OSE sur l'ensemble du territoire européen pour qu'il y ait une uniformité de protection. On prend le RGPD, c'était l'idée de protéger les données personnelles de tous les Européens au même niveau dans tous les pays. Et on peut multiplier à chaque fois, il y a un certain nombre de réglementations et il faut les regarder un peu comme un tableau pointilliste. C'est que quand on regarde chacun des textes, c'est important, on regarde le point, mais il faut aussi prendre un peu de hauteur et voir qu'ils forment une image et cette image, c'est la protection des citoyens, des entreprises et aussi de l'Union dans le cyberespace. Et donc la seule difficulté, en fait, c'est une difficulté de cohésion et de cohérence entre ces différents textes. On le voit sur l'IA Act, il va y avoir un gros travail de cohésion avec le RGPD. Comment est-ce que avec l'IA Act, l'IA générative, j'ai à la fois besoin des données pour pouvoir entraîner les modèles, mais j'ai aussi besoin de protéger les données personnelles et comment tout ça s'articule. Et c'est là le vrai rôle du législateur européen, c'est d'essayer de coordonner tout ça. Et il a commencé à le faire en faisant en sorte que les textes ne puissent plus être aussi facilement modifiés quand ils sont transposés dans les différents pays. Le RGPD, c'était une directive avec une transposition qui a fait qu'on a eu quelques écarts de transposition dans les différents pays et donc on a des interprétations du RGPD parfois un peu différentes. Je parle même pas de l'Irlande qui en fait une interprétation particulière. On reviendra peut-être sur cette question de souveraineté là-dessus. Mais on voit que sur DSA, DMA, la Commission s'est gardé un domaine réservé et fait aujourd'hui la législation pour l'ensemble des pays sans demander des transpositions. Et sur Nice 2, on va avoir une transposition, mais qui va être une transposition très légère. Ça va être essentiellement des transpositions sur des parties techniques et absolument pas sur l'esprit du texte, qui est impacté, comment ça va fonctionner. Donc l'idée, c'est d'avoir ces textes, mais de les architecturer, de les coordonner pour que ça puisse faire une sorte de grille qui permette de protéger l'ensemble des entreprises, de nos concitoyens et des institutions de l'Union.
Merci. Alors, quand on a préparé cette table ronde avec chacun d'entre vous, je me rappelle de notre discussion avec vous, Louis. Finalement, vous m'avez dit, mais est-ce bien le sujet? Est-ce bien la préoccupation des entreprises aujourd'hui? Tout ceci est-il bien nécessaire? Et finalement, bon, il y a quand même de l'autre côté de l'Atlantique le Cloud Act et d'autres législations. Comment vous voyez un petit peu cette balance, cet équilibre entre cette législation au niveau européen, ce qui existe aux US, à la fois en termes de législation et de pratique également, au-delà des législations? Quel est un petit peu votre éclairage sur ce sujet? Bien, bon, merci de m'inviter. Bonjour à toutes et à toutes. La raison pour laquelle je suis là, c'est par exemple que je publie une chronique mensuelle dans InCyber aussi, donc c'est un sujet et je suis aussi éditeur logiciel, donc je suis très opérationnel. Ça fait 20 ans que je travaille dans le cloud. Et j'ai une équipe de développement, ça va vous faire plaisir, madame, qui est une partie basée à Angers. Voilà, bon, ok. Voilà. Bon, donc si vous voulez, la donnée, c'est une matière première essentielle de l'informatique et encore plus maintenant avec l'IA. Tous les systèmes d'IA ont besoin de données. Et donc, il faut bien comprendre que c'est essentiel. Mais la donnée, elle a besoin d'être partagée. Donc avant de parler de cloud data et autres, la donnée, c'est une matière première qu'on a envie de partager. Et la démarche raisonnable, c'est de partager par défaut et de protéger par exception. Et on a la France est d'ailleurs bien placée dans l'open data, je crois que vous en parlerez aussi. Donc la donnée, c'est fait pour être partagée. Alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Et moi, je suis un homme... Alors, j'ai zéro compétence sur le côté grand public. Mon seul domaine de compétence, c'est le côté professionnel. Donc je ne vais pas parler de TikTok et autres, c'est pas des sujets que je maîtrise. Okay. Dans le monde professionnel, aujourd'hui, c'est une catastrophe totale. 95% des données sont dans des environnements dits on-premise ou hébergés, non chiffrés. Et on a tous les jours, vous lisez, la presse est là, c'est des catastrophes, France Travail et autres, etc. Donc la protection des données, c'est important. La réponse, elle est basique, elle est simple, elle est évidente, elle existe depuis longtemps, ça s'appelle le chiffrement. Pourquoi est-ce qu'on ne chiffre pas? Les clés de chiffrement existent depuis Mathusalem. Et quand vous mettez vos données dans les grands méchants cloud américains, elles sont chiffrées à 100%. Donc quand on bascule sa donnée depuis un on-prem, vous savez, on-prem, il y a encore des gens qui gèrent des centres de calcul privés, c'est des trucs archaïco-paléontologiques qui traînent encore. Bon. Et qu'on les bascule sur le cloud public, clac, on améliore dans un rapport 1000 la protection. C'est pas mal, 1000 fois mieux. Tout de suite, il n'y a rien à faire de plus, c'est chiffré natif. Et donc, comment... Alors après ça, on parlera des clés de chiffrement. Les clés de chiffrement, on me dit oui, mais alors les clés sont gérées par les acteurs du cloud. Oui, bon, c'est déjà mieux. Si jamais on leur demande les données qui sont... personne ne sait que lorsque un Amazon ou un Google ou n'importe quel acteur, on lui donne, ce qui est rare, les données, il peut les donner chiffrées. Il n'est pas obligé de les déchiffrer. Donc la NSA ou autre, des données chiffrées en AES 256, elle ne peut rien en faire. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Ça marche très bien, ça. C'est une protection massive. Et moi, mon souci prioritaire, c'est de protéger les 95% d'entreprises françaises qui sont des petites et moyennes organisations privées ou publiques qui sont dans des situations de protection nulle. C'est une véritable passoire. On le voit toutes les semaines, il y a un hôpital attaqué, une mairie attaquée. Enfin, c'est là où il faut agir. La priorité, elle est là. Alors, un petit mot quand même, parce qu'on est là, on pose encore la question sur le Cloud Act, le célèbre Cloud Act. Je suis encore obligé de répéter que le Cloud Act n'a rien à voir avec le cloud. C'est un acronyme. Un acronyme qui veut dire Clarification Lawful, c'est-à-dire légal, Overseas, Extranational User Data. Donc c'est pour aider au transfert des données légalement. L'origine du Cloud Act, c'est quand Microsoft a refusé de livrer aux États-Unis des données d'un trafiquant de drogue notoire. Tout le monde savait que c'était un trafiquant. Louis Nogès, trafiquant de drogue notoire, je ne me souviens plus de son nom, donc je donne le mien, ok, était stocké en Irlande. Ben, le Microsoft a dit, je vous les transmets pas. C'est monté à la Cour suprême, et c'est de là qu'est né le Cloud Act, pour sortir de ce débat. Donc les données sont très bien protégées. Donc voilà. Et donc la priorité, c'est encore une fois, c'est d'aller à l'essentiel. Et alors les Cloud Act, ou alors évidemment si on est un peu plus chic, on dit FISA 702, qui est encore un truc qui sert à 0,001% potentiel des cas. Voilà. Donc, elle termine sur le chiffrement. Quand on est chiffré avec ces acteurs, on est tranquille. Et puis si on veut ceinture et bretelles, on a des organisations comme Thales qui vous fournissent des clés de chiffrement externes que vous pouvez rajouter par-dessus. Donc avec ça, on est à peu près tranquille. Donc voilà, protéger les données, c'est un vrai sujet. Les réponses existent en 2024 et il n'y a pas de problème. Voilà.
Merci Louis pour cet éclairage. On y reviendra parce que j'ai vu quelques sourcillements autour de moi, donc on laissera chacun réagir sur votre propos. Et je vais d'abord demander à Constance Neboula. Donc comme je le rappelais, vous êtes présidente d'Open Data France, et on serait très intéressé d'avoir un petit peu votre vision sur ce sujet et le rôle aussi d'Open Data France sur ces sujets-là de data hack, d'espace de données. Donc je vous laisse la parole pour nous aider à y voir plus clair. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Vous disiez que vous connaissiez les entreprises. Moi, je connais les collectivités. Open Data France est une association dont les membres sont les collectivités et qui promeut depuis 10 ans l'ouverture des données, l'acculturation des données, la standardisation, la réutilisation, les cas d'usage, la donnée pour quoi faire, avec bien entendu la question de l'ouverture des données publiques par les collectivités, qui est une obligation légale pour les collectivités depuis 3500 habitants, comme vous le savez. La première partie de ce que vous m'aviez proposé dans l'échange, c'était effectivement sur la partie légale. On peut effectivement affirmer que du côté européen, la Commission européenne a fait preuve d'un activisme juridique et réglementaire assez fort ces dernières années sur le numérique. À nos risques et périls, mais ça a le mérite d'exister. Ce qui est intéressant, et je suis heureuse d'intervenir sur ça aujourd'hui, c'est que j'étais à Bruxelles la semaine dernière, et où j'ai eu l'occasion en 48 heures d'échanger à la fois côté Commission européenne et à la fois côté Parlement européen sur les sujets de Data Act, d'IA Act, de Data Governance Act, de Digital Service Act, etc., etc. Avec le Data Act, par exemple, on a enfin une définition européenne des données. C'est quelque chose qui a été difficile, ça paraît très bête pour les non-initiés, mais mine de rien, quand les interlocuteurs européens nous ont dit, ça a été des discussions et des discussions, notamment pour trouver les bons termes qui conviennent à tout le monde et qui conviennent aussi en termes de traduction à tous les pays, etc. Donc on a une définition européenne des données. Bien entendu, l'objectif du Data Act, au-delà du fait de permettre l'ouverture de nouvelles données, notamment les données issues des objets connectés et ce genre de choses, et de favoriser cette ouverture de données issues d'objets connectés, du privé, etc., c'est d'avoir la vocation de créer, ce qui est intéressant, un marché unique de la donnée à l'échelle européenne. Ça va pas se faire du jour au lendemain, mais le Data Act a le mérite de créer des conditions, de créer avec le Data Governance Act, parce que c'est vrai que les deux sont relativement liés, le deuxième étant plus sur créer des conditions, créer un cadre de confiance pour avoir une homogénéité à l'échelle européenne. Après, il y a l'applicabilité, qui est une chose importante pour les collectivités, particulièrement les collectivités françaises. On adore nous imposer des trucs sans nous dire comment on va faire. Et en l'occurrence, c'est un peu un combat que je porte. C'est super d'avoir des réglementations qui s'enchaînent pour clarifier des choses, pour avoir une homogénéité à l'échelle européenne. Mais comment est-ce que les collectivités font pour assimiler toutes ces nouvelles directives? Comment est-ce qu'on fait pour, par exemple, dans le Data Governance Act, il est évoqué l'altruisme des données. Il est évoqué la relation entre le public et le privé sur le partage des données. Aujourd'hui, très concrètement, les collectivités françaises n'ont pas comment est-ce que je pourrais dire ça, des moyens supplémentaires ou des RH supplémentaires ou un accompagnement supplémentaire pour être le plus optimal possible sur les opportunités prévu par le Data Act ou le Data Governance Act. Donc, bien entendu, il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup de choses à clarifier. J'ai envie de dire que c'est aussi, par exemple, le sujet sur Nice 2. Sur Nice 2, c'est quelque chose qui interpelle beaucoup les collectivités. On nous dit que ça se rapproche, ça arrive en France normalement d'ici la fin de l'année. On ne sait toujours pas aujourd'hui, alors je suis un peu direct, quelle est la taille des collectivités qui sont concernées, quelle est la taille des entreprises qui sont concernées, quel va être le temps laissé aux collectivités pour s'adapter aux directives, etc. Donc ce sont des sujets importants et intéressants. Ce qui est intéressant aussi, notamment sur l'IA Act, c'est ce que nous ont dit les membres du côté plutôt Parlement européen, c'est que le texte n'est plus du tout le même aujourd'hui que celui qui était proposé à la base par la Commission. Moi, l'IA Act, j'étais un peu sceptique, parce que pour moi, trop de régulation tue la régulation. Mais quand j'ai écouté la vision du Parlement européen, ça m'a un peu rassuré sur le côté innovation et le côté, et je vous cite cette phrase que j'ai notée que je trouve intéressante, pour eux, c'est pas juste le sujet de réguler, c'est de réguler les cas d'usage. Et ça, c'est quelque chose qui a été mal communiqué en France. Le fait de réguler les cas d'usage et notamment les cas d'usage à haut risque et donc les IA à haut risque, parce que l'IA Act c'est ça, c'est finalement de réguler
10 à 15% des IA seulement, des cas d'usage IA, c'est-à-dire les cas d'usage à haut risque. Donc bien entendu, tout ça paraît à la fois passionnant et avec beaucoup d'informations, et on a besoin de ces cadres qui, d'ailleurs, vont être complexes à appliquer tellement l'IA va vite, c'est-à-dire que le temps de réglementer, ça, on est déjà trop tard. Ma question est vraiment quel accompagnement des collectivités, quelle réplicabilité, quelle adaptabilité sur lequel aujourd'hui, très concrètement, on n'a pas les clés et les réponses, et mon déplacement à Bruxelles la semaine dernière ne m'a pas plus éclairé que ça non plus. Merci pour votre éclairage. Justement, si on va rentrer maintenant un petit peu dans le Data Act, enfin, on a évoqué un certain nombre de régulations, en particulier européennes, et je vous propose maintenant de rentrer un petit peu dans le détail. C'est vraiment l'objet de notre table ronde. J'ai une première question pour vous, Stéphane Lemerle. En fait, finalement, quand on relit le Data Act, on parle beaucoup de l'équité d'accès aux données pour essayer de créer des champions au niveau européen ou au niveau national. Donc finalement, comment ce nouveau règlement sur l'équité de l'accès aux données et de l'utilisation des données pourrait contribuer, selon vous, à améliorer la souveraineté numérique de l'Europe ? Bonne question. Alors, donc bonjour à tous, à toutes. On a regardé un petit peu au sein du Clusif 2 articles qui nous semblaient intéressants en termes de souveraineté apportée ou de renfort de souveraineté apporté par ce Data Act. Donc je vous inviterai à les relire avec moi, bien sûr, mais je vais vous en faire une lecture. Il y a l'article 28 sur les obligations contractuelles en matière de transparence concernant l'accès et le transfert internationaux, et son article 32 qui est en fait une déclinaison, une application, une demande en application de cet article-là. Sur... Qu'est-ce qu'il précise, cet article 28 ? Il précise que les fournisseurs de cloud doivent mettre à disposition et maintenir à jour sur leur site internet, premièrement, les juridictions dont dépend l'infrastructure TIC utilisée pour le traitement des données et leurs différents services. Donc il y a une notion de de quel pays je dépends, de quelle loi je dépends. Et en outre, deuxième point, c'est avoir une description générale des mesures techniques, organisationnelles et contractuelles adoptées par le fournisseur de services détenant les données, donc c'est les données, les fameuses données qu'ils vont détenir, pour empêcher l'accès international des autorités publiques aux données à caractère non personnel détenues dans l'UE ou le transfert international de ces données lorsque cet accès ou ce transfert risque d'être en conflit avec le droit de l'UE ou d'un État membre. Donc là, on voit qu'on a un garde-fou, on a la possibilité d'avoir une meilleure transparence sur ces sites, donc cette loi va obliger les fournisseurs de cloud à dire qu'est-ce qu'ils prévoient en termes techniques, organisationnels, contractuels, pour empêcher l'accès à ces données. Les limitations qu'on peut voir, c'est qu'est-ce qui va se passer si on a une injonction contradictoire entre, d'un côté, je peux prendre un exemple, on parlait tout à l'heure du Cloud Act, du FISA, qui dit voilà, moi je vais accéder à telle donnée à caractère non personnel, et puis d'un autre côté, bien la loi européenne qui dira non, vous pouvez pas y accéder. Donc là, on est un petit peu toujours évidemment en attente de voir comment ça va pouvoir se mettre en place, et sans doute que ça sera les premières décisions juridiques qui permettront d'y voir plus clair et de voir comment vont se débrouiller les fournisseurs de cloud, notamment pour résoudre ce dilemme juridique et éthique. Merci Stéphane de cet éclairage. Effectivement, la lecture de ces articles 28 et 32 n'est pas simple, surtout pour nous. En compétence sur la protection, y compris les collectivités. Il faudra qu'on voit comment est-ce qu'on peut accompagner les collectivités, notamment en termes budgétaires, en termes de timing, pour qu'elles puissent le faire, parce qu'elles sont quand même, en règle générale, assez loin du sujet, en tout cas pour les plus petites. Mais le cloud n'est pas la solution ultime. On voit bien qu'il y a un retour du on-prem, même aux États-Unis. Et c'est pas uniquement une vision de l'esprit. C'est pas le cloud n'est pas la solution définitive. On a du retour du on-prem aux États-Unis parce qu'il y a des questions de tarification, parce qu'il y a des questions de volonté de pouvoir avoir le serveur dans son sous-sol chez soi, dans l'entreprise. Il y a un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, on a une vraie difficulté, c'est qu'on a certaines couches logicielles qui ne fonctionnent plus sur du on-prem, alors que ça devrait pouvoir continuer à fonctionner. Je pense notamment à SAP qui a fait des annonces récentes sur le sujet. Et la chose, c'est oui.
le Data Act, le Data Governance Act, tout ça va nous aider à clarifier l'environnement juridique. C'est très bien. Mais c'est pas ça qui va permettre de créer un marché économique. Ça va clarifier les règles, mais si on clarifie les règles, on sait que les concurrents, notamment étrangers, vont s'y adapter. C'est pas ça qui va faire que. Et les quelques initiatives qu'on a voulu lancer sur le sujet avec Gaia-X, désolé de le dire, mais Gaia-X, l'encéphalogramme, il est quand même plutôt plat en ce moment. On n'a pas vu grand-chose en sortir. Je pense que même on en parle maintenant à des gens qui sortent d'écoles d'ingénieurs ou d'écoles de commerce. Gaia-X, ils savent pas ce que c'est. C'était un super projet à l'époque, ça n'existe plus. Et donc la vraie solution, en fait, c'est de créer des marchés publics. Il faut qu'on fasse comme les Américains ont fait. C'est-à-dire qu'il faut que la commande publique soit déversée vers les entreprises européennes avec ce que les Américains ont. Alors, ils nous le reprochent en disant, mais dès que vous prenez une mesure économique de protection, on est quasiment les communistes de l'URSS. Sauf qu'ils ont exactement les mêmes réglementations. Ils ont un Buy American Act. Le gouvernement fédéral américain doit acheter américain. On l'a bien vu avec l'IRA, avec le fameux Inflation Reduction Act. Les voitures qui pouvaient bénéficier des réductions fiscales, elles devaient être américaines, construites aux États-Unis, avec des pièces américaines et avec des salariés américains dedans. Donc en fait, c'était du protectionnisme sans le dire. Donc il faut qu'on ait exactement les mêmes règles, c'est-à-dire un Buy European Act, et il faut qu'on ait un Small Business Act, parce qu'aujourd'hui on fait des marchés publics qui sont des marchés énormes, on les allotit pas. On a des grands donneurs d'ordre qui se mettent en face et qui peuvent y répondre parce qu'ils ont la trésor. Et ensuite, ils l'allotissent, mais en gardant la valeur ajoutée. Et donc, on n'a pas l'émergence de sociétés qui passent de start-up à des scale-up et ensuite, éventuellement, à des ETI et à des entreprises de plus grande taille. Et puis, là aussi, le marché doit faire quelque chose, mais ça, c'est les acteurs qui doivent le faire. Ils doivent apprendre à chasser en meute. Arrêter de considérer que le voisin qui fait un tout petit bout de truc dans son logiciel qui pourrait être concurrent du mien, c'est un concurrent. Ben non. Vous avez 90% de votre surface qui n'est pas commune, associez-vous, répondez aux appels d'offres ensemble. Enfin, dans le domaine de la cyber, il n'y a personne qui aujourd'hui est capable de répondre à l'intégralité du spectre. Sinon, il n'y aurait même pas besoin de faire un salon comme le FIC. Donc, il faut aujourd'hui qu'il y ait à la fois une volonté politique européenne et pas nationale, européenne, de desserrer la commande publique et de l'adresser vers les territoires et vers les entreprises, et de pouvoir faire que les entreprises travaillent ensemble pour répondre à ces appels d'offres. Et donc il faut d'abord allotir ces marchés et on pourra les refaire plus gros ensuite. Mais voilà. Et quant au nucléaire, je ne crois pas qu'on soit dans une phase aujourd'hui énergétique où on est en capacité de faire des coopérations entre les différents pays européens. Pour aller voir les Allemands, le nucléaire, ils en veulent toujours pas. Ils préfèrent utiliser le charbon que le nucléaire. Nous, on est un peu les seuls sur le sujet. On a quelques pays qui travaillent avec nous, mais c'est pas suffisant pour. Sur Airbus, Airbus c'est Airbus. Donc on n'a plus besoin de construire un Airbus, on l'a déjà. Et quant au marché de la défense, on voit bien qu'on a des difficultés aujourd'hui, mais on en reparlera peut-être sur la géopolitique, pour imposer un avion du futur, un char du futur, parce qu'on a des visions géopolitiques, là complètement géopolitiques, très différentes, et que le F-35 est une superbe arme de conviction commerciale de la part de nos amis américains. Merci pour cet éclairage. On parlait effectivement comment on pouvait recomposer le paysage de l'offre avec des coopérations entre entreprises et non plus la concurrence entre entreprises. Alors moi j'aurais aimé avoir un petit peu la vision d'un territoire, donc plutôt de la demande aujourd'hui. Quand vous êtes sur un territoire, et je m'adresse naturellement à Constance Nebula, vous avez à la fois, je dirais, des enjeux de partage de données pour améliorer le service aux citoyens, le rendre plus efficace et autres, mais vous avez aussi des enjeux de souveraineté, de confidentialité des données. Et en fait, quelles sont un petit peu vos priorités, mais aussi vos limites par rapport à ce partage de données et des offres qui sont nécessaires pour que ça se passe? Alors j'ai parlé avec mes deux casquettes, ouais. Enfin deux autres casquettes, pardon, vice-présidente de la région Pays de la Loire et vice-présidente d'Angers-Loire Métropole. Pourquoi ? Parce que ces deux strates de collectivités ont un rôle particulier en matière de données, mais qui est différent, mais complémentaire. Avant de rentrer là-dedans, je veux juste rebondir avec une petite boutade. On est en train de discuter depuis le début, et notamment à la suite de l'intervention de monsieur le député, sur une gouvernance européenne sur le sujet des données, alors même qu'on n'a même pas de gouvernance française. Je le dis de manière très directe, parce que c'est quelque chose que j'évoque dans toutes mes interventions au nom d'Open Data France. Ça fait des années qu'on attend
et que d'autres parlementaires avant se sont mobilisés sur ces questions, ont remis des rapports, ont fait des propositions intéressantes, constructives, demandées par le public, par les collectivités, par tous ceux qui sont intéressés par ces questions depuis plusieurs années. Et je suis désolée de dire que ça n'a pas l'air d'avancer beaucoup. Et donc aujourd'hui, j'utilise une phrase que j'ai l'habitude de dire, les collectivités j'ouvre les guillemets, débrouillent. Donc sur le sujet des données, quand une collectivité comme une métropole prend la décision de créer une stratégie métropolitaine de la donnée, c'est sa propre initiative, et c'est une initiative qui est nécessaire, utile, et que l'on va continuer de voir fleurir dans nos collectivités en France, parce qu'on a besoin aujourd'hui de créer finalement notre cadre local, parce qu'on est producteur de données, parce qu'on est utilisateur de données et parce qu'on est partageur de données. Donc on a, à Angelard Métropole, on est la première métropole française à avoir fait une stratégie métropolitaine de la donnée. Attention, j'attends les réactions du « oui, mais il y en a d'autres qui ont fait des chartes ». Oui, ce sont des chartes. Donc, no comment. Donc, on a voté une stratégie métropolitaine de la donnée au mois de décembre 2023, qui est un document qui est politique, qui est stratégique et qui est, comment est-ce que je pourrais dire ça, qui a vocation à être décliné avec des axes très précis, notamment au niveau de l'administration. Pourquoi est-ce qu'on a créé ce document? Parce que Angers, territoire intelligent, Smart City, etc., comme d'autres territoires, bien entendu l'open data, également avec un gros service SIG. Je rappelle que ce sont aussi les métropoles qui s'occupent de services de données géographiques importants, mais je reparlerai aussi côté région. Et donc, le besoin d'avoir un cadre, quelle est notre doctrine, c'est quoi notre gouvernance des données à l'échelle locale, c'est quoi nos valeurs, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas en matière de partage, en matière de sécurisation des données, en matière d'IA, en matière de données publiques, en matière de données privées, quel lien avec les satellites, les partenaires de la collectivité, etc., etc. Et tout ça, personne ne nous aide à le définir. C'est nous qui l'avons décidé. On a été accompagnés pour ça. C'est 1 an de travail avec les services, pas que les services de la DSI, parce que ce qui est intéressant, c'est le travail en transversalité. Tous les services dans une collectivité sont des créateurs et des producteurs de données. Donc, l'aboutissement, ça a été effectivement cette stratégie métropolitaine de la donnée. Je vous invite à la consulter, parce que c'est un document qui est stratégique, qui est politique, qui est disponible en ligne sur le site d'Angelard Métropole, bien sûr, et qui maintenant va être une vraie déclinaison, une feuille de route pour les services. Donc ça, c'est côté métropole. Quand on a dit ça, l'échelon régional, il est intéressant. Pourquoi? Parce que c'est l'échelon de la mutualisation. C'est l'échelon où effectivement on a notamment le lien avec les territoires et le lien avec les collectivités qui est assez évident, avec une vision 360. Et là, on arrive à mettre tout le monde autour de la table, à la fois les plus grosses collectivités qui ont leurs propres services et à la fois les plus petites qui s'appuient sur la région pour pouvoir se développer. Alors à la région Pays de la Loire, au moins vous citez une chose qui est quelque chose dont on est assez fier, qui est Géopal, qui est notre plateforme de mutualisation de la donnée géographique. La région Pays de la Loire était la première en France à avoir une plateforme mutualisée de données géographiques. La donnée géographique aujourd'hui, elle est essentielle, nécessaire. On en parle finalement assez peu au-delà des cercles d'initiés, alors que demain, quand on évoque à l'échelle européenne des jumeaux numériques, et notamment il y a un programme Digital Twins à l'échelle européenne, ça se base sur des données géographiques, et donc il faudra que au niveau régional et en dessous local, on ait des services qui soient structurés avec de la donnée qui soit utile. Donc une mutualisation sur la donnée géographique. Et mon deuxième combat entre guillemets, qui est plus Je fais vite. En 2023, il y a eu un rapport qui a été remis au ministre Guérini qui s'appelle Data et Territoire. Comme beaucoup de rapports, en tout cas, moi j'y ai participé pour Open Data France, et dedans il y avait à nouveau des directives très, très intéressantes. Je précise que nous n'avons pas de nouvelles sur la concrétisation de ce rapport. Néanmoins, dans le rapport, il y a une recommandation qui est qu'à l'échelle régionale, on ait des plateformes mutualisées d'échange de données, et le fait de créer des comités
des comités régionaux de données avec des acteurs, donc avec la région, avec les collectivités, avec l'État, avec les services décentralisés, etc. Et donc moi, c'est ce que je monte actuellement en région Pays de la Loire, le fait d'avoir une instance régionale autour de la donnée, pas que la donnée géographique, pas que l'ouverture des données, d'aller plus loin que la question de l'open data, plus loin que la mutualisation des SIG, etc. Et donc, j'espère voir cela aboutir très prochainement. Donc, que ce soit côté région ou côté échelon métropolitain, ces sujets-là sont prégnants, mais encore une fois, on n'est pas forcément aidé. Merci pour votre plaidoyer. Les messages sont bien là, bien entendu, bien pris. Je me retourne vers vous, Stéphane. On a entendu un petit peu les besoins, en particulier d'une région, d'une métropole. Je disais en préambule, vous animez un groupe de travail occlusif sur ce sujet-là. Est-ce que déjà vous avez des recommandations, des choses à partager avec nous sur ce sujet de la souveraineté, du partage des données? Alors oui. Ouf. C'est bien. En fait, oui, c'est effectivement parce que la collectivité que vous représentez, ou que vous animez ou pilotez, était confrontée à ces problématiques comme d'autres entreprises, cette problématique de dire, bah voilà, j'ai effectivement des solutions cloud où j'ai besoin. J'ai des choix à faire d'orientation stratégique pour réfléchir, est-ce que je bascule ou pas dans le cloud, est-ce que je reste on-premise, quel type de données je vais pouvoir mettre dans le cloud hyperscaler, est-ce qu'il vaut mieux que ce soit plutôt des solutions européennes, françaises, non soumises aux lois extraterritoriales. Donc parce que justement, moi, je me posais cette question et que finalement, on s'est aperçu au Coclusif, il y a beaucoup de personnes qui se posaient ces questions-là, qu'on a décidé de pouvoir faire un état des lieux, un guide qui permet aux décideurs, au RSSI, de pouvoir s'orienter sur notamment deux notions qu'on entend souvent, deux types d'offres, une offre de confiance, une offre souveraine, et donc de pouvoir donner nos définitions. Associé à ces définitions, on a proposé, qui est basé sur l'outil d'analyse de risque, un certain nombre de démarches et de critères de souveraineté qui peuvent être appliqués à différentes organisations ou entreprises. Et donc, parmi ces, je vais bien sûr synthétiser un petit peu, parmi les préconisations, on est d'abord à dire il faut effectivement identifier les données les plus sensibles, dites données sensibles souveraines, comme a pu le définir dans son guide de données sensibles le CICE, le service d'information stratégique et de sécurité économique. Donc de pouvoir bien définir finalement, bah voilà, j'ai des données qui sont sensibles, souveraines, qui correspondent à des activités ou des secteurs d'activité qui pour des raisons stratégiques, réglementaires ou contractuelles ne me permettent pas de stocker ces données chez des fournisseurs qui sont soumis aux lois extraterritoriales notamment, mais il y a un certain nombre d'autres critères. Et donc, à partir de ça, d'identifier ces données, il faut faire une analyse de risque pour pouvoir ensuite dire, ok, je mets en place une stratégie, une doctrine sur une data gouvernance finalement au sein de mon entreprise. Point important, c'est que cette stratégie, une fois qu'elle aura été bien sûr validée et qu'on aura pu faire aussi une analyse budgétaire, hein, ça reste toujours important de regarder ces points-là. Donc on est bien une bonne adéquation avec économique. C'est d'obtenir le sponsor de son comité de direction, de son haut management de l'entreprise, de façon à ce qu'il y ait effectivement une vraie démarche de maîtrise des dépendances et d'autonomie dans ce secteur du numérique. Donc voilà les préconisations. Le GT va publier son guide là dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent. Donc on pourra bien sûr en parler aussi à cette occasion. C'est des travaux, je crois, qui ont été faits avec un certain nombre de praticiens, des membres de l'entreprise en particulier, mais pas que. Donc des choses pragmatiques. Des choses pragmatiques. Et puis tout le monde et toutes les entreprises étaient invitées. Donc on avait des hyperscalers qui étaient là,
Les fameux GAFAM, des entreprises françaises, européennes. Donc D'accord. ce qu'on a voulu, c'est éclaircir ces notions et apporter finalement un outil d'analyse de risque. D'accord, merci. Alors, Johan, justement, vous faites partie de ces offreurs qui ont peut-être été consultés par le CLUSIF dans les travaux que Stéphane vient d'évoquer. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous recommandez à vos clients? Comment vous allez appliquer un petit peu entre doctrine, solutions techniques? Comment vous allez faire cette balance pour protéger les données? Non, c'est une très bonne question et c'est une question qui, à chaque fois, j'aime bien un peu penser quand on parle à l'espace de données, qu'est-ce qu'on fait avec nos données, ce lien qui va directement penchant vers le cloud et après qui, du coup, par extension, va directement rentrer dans le débat américain, européen et c'est un peu cette rivalité historique mais qui est un peu présente et la raison pour laquelle ça m'intéresse tant, c'est que, en toute honnêteté, quand les clients viennent me voir, ça dépendra du cas d'usage. Si jamais ils ont des cas là où leurs données, c'est une entreprise globale qui a une présence européenne, tout comme une présence américaine, tout comme une présence asiatique, il n'y a pas de raison à ce qu'on leur dise vous êtes obligé de prendre l'Europe pour l'Europe, l'Amérique pour l'Amérique, l'Asie pour l'Asie. Et c'est typiquement en fait tout dans le débat on est un peu on-prem. On est un peu dans les GAFAM, on est presque exclusivement dans beaucoup de cas dans les GAFAM. On est un peu chez OVH, on est un peu chez du Scaleway, on est un peu chez du Ionos, on est un peu partout. Et je pense que c'est un peu ce que tout le monde ici dit d'une manière un peu différente et avec quelques points de désaccord, c'est qu'il faut une stratégie, que ce soit une stratégie de sécurisation, qu'il faut une stratégie de cohésion, qu'il faut en fait quelque chose qui soit cohérent en termes de comment est-ce qu'on approche notre move to cloud, notre move pour les data, notre sécurisation des données, notre approche à notre infrastructure et à nos applications. Et typiquement, donc du coup, pour en revenir à quelles recommandations est-ce que je donnerais à mes clients et comment est-ce que j'interagis avec eux de ce côté-là. Si jamais la meilleure offre pour eux, parce qu'ils n'ont pas de données sensibles, qu'ils n'ont pas de restrictions européennes, est d'utiliser un service ultra poussé par un des Amazon, un des Google, un des Azure dans le monde, il n'y a pas de raison qu'ils puissent pas utiliser ça en conjonction avec un cloud européen et en conjonction avec leur côté on-premise. Et ça, c'est un côté qui est très... qui pour moi est un peu la prochaine version, c'est ce côté cloud hybride, et j'entends pas seulement cloud hybride on-prem cloud, mais plutôt cloud hybride un peu de n'importe quoi, n'importe où, parce que il n'y a pas de raison qu'avec les nouvelles technologies de basse latence, avec les centres de données haute performance, avec les disques qui sont de plus en plus performants et qui permettent de faire des opérations beaucoup plus rapidement, et qu'on parle de latence pour aller de ici à un trafic au Brésil par exemple, dans les millisecondes quand même, que on puisse pas adopter une approche de coopération et un peu d'entente en termes de déploiement de structures, déploiement d'architecture, déploiement d'applications. Il y aura certains clients forcément les gouvernements, par exemple moi je travaille au Royaume-Uni, le gouvernement britannique va vouloir rester au Royaume-Uni avec une présence locale. Il y aura le gouvernement allemand qui est particulièrement strict sur les lois de données, qui va pas vouloir que les données, même les métadonnées, sortent de l'Allemagne. Très bien. On fait en sorte, on prend un peu le feedback et on essaie d'écouter d'où ils viennent et après on prend la recommandation appropriée pour mieux donner la solution pour le client plutôt que dire en fait non on a un cloud européen, bout les États-Unis ou au contraire allez aux États-Unis, on n'a pas ce produit-là, il est beaucoup mieux que nous. Ça dépendra du cas d'usage et c'est vraiment quelque chose que j'encourage toutes vos compagnies et tout le monde ici à réfléchir, c'est autre que juste se dire comme ça on n'a pas tous nos œufs dans le même panier. Excusez-moi, c'est peut-être un anglicisme ça, mais on n'a pas tout au même endroit. Ça, c'est un très bon argument, mais aussi, est-ce que ça va vraiment détériorer à notre performance si on commence un peu à prioriser nos différents cas d'usage et nos différentes applications dépendant de ce qu'on cherche à faire? Donc pragmatisme, cas d'usage, on l'entend beaucoup pendant ce FIC dans les différentes plénières et tables rondes. Donc pas de combat, je dirais, stratosphérique, mais être pratico-pratique et s'adapter au cas d'usage. Louis, en introduction, vous avez défendu vos convictions. Vous nous avez dit, finalement, il faut d'abord se sécuriser et c'est plutôt le sujet on-prem versus cloud qu'il faut regarder parce qu'aujourd'hui on a trop de gens qui ont des vieux serveurs, des vieux data centers mal protégés et autres. Est-ce que après cette première partie de débat, vous nous diriez finalement c'est peut-être beaucoup de précautions, à la fois ces lois, ces doctrines, l'éclairage qu'a donné Stéphane sur les travaux du CLUSIF. Quelle est un petit peu votre position
position par rapport aux différents sujets qu'on a pu échanger? Bon, alors j'assume mon rôle de grand défendeur des grands méchants, Google et autres, qu'on m'accuse depuis 2006 quand je suis dans ce métier. Okay. Bon, je travaille aussi beaucoup avec des acteurs français de très haute qualité. Il y en a plusieurs dans la salle, comme Outscale de Dassault Systèmes, Sens, Thales Google ou Scaleway, et bien sûr Ionos. Voilà. Et je voudrais aussi remercier beaucoup ma voisine qui a fait un travail exceptionnel dans le partage des données que j'évoquais au départ. Bravo, et c'est bravo pour votre courage pour faire tout ça. Bon, ceci étant dit, il ne faut pas oublier quand même qu'il y a des fondamentaux. L'infrastructure, le cloud, c'est l'infrastructure. Oui, il y a des cas, vous avez raison, monsieur le député, où il faut rester on-prem. J'en connais un principal, et ce sera d'ailleurs le thème de ma prochaine chronique dans InCyber, ce sont les environnements industriels. Quand vous avez un environnement industriel de transport de données, de transport de gaz, d'électricité, de passagers ou autres, ces environnements sont extrêmement sensibles, et une attaque de ces environnements, ça peut créer mort d'homme. Donc là, il ne faut pas jouer. Et donc, de plus en plus, moi, je recommande qu'on ferme totalement ces environnements industriels et qu'ils soient connectés à rien. Ça, c'est un cas. Là, on est vraiment en mode on-prem, mais c'est un des seuls cas. Pour tout le reste, la donnée s'appuie sur des infrastructures. Et on a, quand vous parlez de multi-cloud, il faut être très positif. Prenons une société d'origine française qui s'appelle Snowflake, qui est un grand acteur du stockage de la donnée. Elle est multi-cloud native, donc vous pouvez faire du Snowflake sur pratiquement tous les acteurs du marché. Donc cette transportabilité, elle existe. Toujours, moi j'ai ce côté positif, ce côté pragmatique que j'essaie de pousser. Voilà, et donc ça fonctionne très bien tout ça. Et puis, c'est la France et l'Europe en particulier. Si dans les mondes des infras, il y a des grands acteurs qui ne sont pas français ou pas européens, bon, bah, c'est comme ça, on ne peut pas revenir. Nous sommes très bons en Europe et en France dans le logiciel, que ce soit en cyber ou dans d'autres domaines. Imaginez une seconde, je prends des exemples que vous connaissez tous. Hein. On a reproché à nos amis de Doctolib d'être sur Amazon Web Services. Quel scandale! Mais si quand le président Macron a dit on se fait vacciner à partir de demain, et la demande est montée dans un rapport 1000, ils auraient été on-prem et qu'on n'aurait jamais été vaccinés. Hein. À l'inverse, Blablacar, qui lui est sur Google, sa demande a été divisée de 95%, bah, il a réduit son infra de 95% dans la journée. Donc c'est indispensable pour les acteurs du logiciel d'avoir ce genre de flexibilité. Voilà deux exemples que vous connaissez tous. Et donc, oui, moi je suis optimiste. Bon, alors après ça, on parle de protection d'espionnage. N'oublions quand même pas un petit détail. La France, comme tout le monde, espionne tout le monde. Hein. Il n'y a pas que les Américains qui espionnent. Nos amis chinois, nos amis coréens du Nord, qui sont des grands sympathiques, hein, sans parler des Russes. Et tous ces braves gens s'espionnent mutuellement. Et les Français sont les premiers à espionner quand ils peuvent. Et les Anglais, pareil. Enfin bon... Hein. Sur les fibres qui sortent d'Angleterre pour aller vers les États-Unis, il y a des capteurs anglais sur toutes les fibres. Toutes, on le sait. Ce qui oblige les acteurs du cloud, par exemple, à chiffrer leurs données d'un centre de calcul interne à un autre centre de calcul interne sur leur fibre interne, parce que c'est piraté. Pareil en France. Enfin voilà. Donc on n'est pas dans un monde sympathique. Hein. Bon, et donc on vit avec tout ça, et il faut être pragmatique. Et heureusement que 95% des organisations n'ont pas ces préoccupations, disons, étatiques. Voilà. Donc restons sur la donnée, la partage de la donnée et la protection de la donnée. Il y a d'excellentes solutions aujourd'hui disponibles, y compris en France. Merci Louis pour vos convictions. Et ça fait une transition vers la dernière partie de notre débat et de prendre un petit peu de hauteur. Donc je suis désolée, on va reprendre de la hauteur. On va faire un petit peu de prospective. Donc se projeter un petit peu. Et Philippe Latombe, vous l'avez évoqué plusieurs fois. Finalement, on est quand même, en termes de géopolitique, on est quand même dans des ruptures. Hein. Je pense qu'on peut utiliser le mot aujourd'hui. Et justement, par rapport à ces ruptures géopolitiques qu'on vit actuellement ou qui se profilent, quelle position défendre ou qu'est-ce que vous suggérez dans le sujet qui nous est cher aujourd'hui? On n'est pas là au grand oral de l'ENA pour faire en 3 heures la revue de l'évolution géopolitique du monde, mais sur le sujet qui nous concerne, qu'est-ce que vous aimeriez nous dire? Alors, d'abord, je vais revenir sur 2 petits sujets qui me permettront d'introduire la réponse à votre question. La première, c'est oui, l'État n'est pas le bon exemple de ce qu'il devrait faire et de ce qu'il demande aux collectivités de faire alors qu'il ne le fait pas. Je le prends pour moi. Même si je m'en dédouane un peu, je ne suis que parlementaire et pas membre du gouvernement, mais clairement, l'État demande plein de choses et ne fait pas. Et donc la définition de la donnée, comment ça se gère, comment est-ce qu'il fait. Enfin, on a une fameuse circulaire qui est la R9 avec les données sensibles. Bon, ils se l'appliquent même pas à eux. Et la première chose qu'ils ont faite, c'est de dire, bah finalement, ça s'applique pas à nous. Donc bon, il y a des petits sujets. Donc faut courage leur les rappeler. braves.
Non, mais on est d'accord là-dessus, il n'y a pas de souci. Et je vais même être d'accord avec Louis et avec mon voisin. Je suis convaincu que le multi-cloud est la solution. Et quand je dis multi-cloud, c'est on-prem et différents clouds de différents fournisseurs différents. Pourquoi? Parce que première année d'école de commerce ou de fac de sciences éco, on vous explique quand vous êtes une entreprise que si vous n'avez qu'un seul fournisseur, vous êtes la propriété du fournisseur en fait. Et on l'a bien vu de façon plus mondiale au moment de la crise Covid. On a eu un problème d'approvisionnement et on a souffert de l'approvisionnement. Et donc on se rend bien compte que quand on est avec un seul fournisseur, on subit. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est aussi pour ça qu'il y a un retour du on-prem. Et c'est pour ça que la souveraineté, c'est pas simplement que de l'espionnage. Enfin, on met le FISA, maintenant le FARA, le Cloud Act, tout ça en avant. La vraie difficulté, c'est la dépendance économique. Nous sommes aujourd'hui une colonie numérique américaine. Ça pose des questions géopolitiques, ça pose des questions même simplement pour les entreprises. Enfin, dans le cloud aujourd'hui, quel est le sujet dont tout le monde parle depuis quasiment 3 semaines, un mois? La hausse des tarifs de Broadcom. Et c'est que le début du commencement du début. On va voir des tarifs qui vont être multipliés par 4, 5, 6, 7, parce qu'il va falloir que ces boîtes-là, qui sont en situation quasi monopolistique, puissent se faire du fric. Alors, on va donner un deuxième exemple, Oracle. Voilà, pareil. Et donc, il va falloir qu'on arrive à trouver des solutions pour détendre cette dépendance. Et on a commencé à le faire. C'est-à-dire que le DMA est fait pour ça. On commence à le faire. Mais il va falloir qu'on arrive à le desserrer parce que dans le concert géopolitique actuel, on a des Américains qui sont dans une particulière difficulté, c'est que en novembre, ils vont avoir une élection présidentielle. Qui que ce soit qui arrive, qu'il soit président, que ce soit le petit blondinet ou que ce soit quelqu'un d'autre, il va devoir recoudre son pays. Il va devoir géopolitiquement rassurer les Américains et recoudre le centre des États-Unis avec les bordures. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer, qui que ce soit, alors, si c'est Trump, il le fera plus brutalement que d'autres, mais ils vont se replier sur eux-mêmes. Et donc, ils vont nous lâcher sur un certain nombre de sujets. Mais comme globalement, l'économie est mondiale, ils vont quand même avoir quelques problèmes économiques. Il va falloir qu'ils trouvent un ennemi. Et l'ennemi aux États-Unis, il est tout nommé. On le connaît tous depuis des années. L'administration, quelle que soit le président, connaît l'ennemi. L'ennemi, c'est la Chine. Et donc, les Américains vont dire aux Européens, vous faites quoi? Vous êtes avec moi contre les Chinois ou vous êtes contre moi? Parce que ne pas être avec les Américains contre les Chinois, ça va être contre les Américains. Enfin, il va se passer quelque chose de cet ordre-là. Et donc, on l'a bien vu, et je reviens sur le cas Airbus-Boeing, c'était une guerre qui a été longue, difficile, douloureuse pour les entreprises parce que elle s'est basée sur du territoire économique. Et donc, il pourrait y avoir deux façons de faire des rétorsions. La première, c'est de dire, bon, je mets des droits de douane. Bon, ça, on a l'habitude, donc on mettra des droits de douane aussi sur les produits américains, mais bon, voilà. La deuxième, un peu comme ils ont commencé à le faire avec les Chinois, Huawei, etc., dire, le niveau de service qu'on vous propose sur des OS, sur des choses critiques, vous en aurez plus. Et pourquoi je dis qu'ils sont en train de que c'est pas une vue de l'esprit, ils sont en train de le faire aujourd'hui sur l'achat de puces. Nvidia, dans la guerre sur l'IA, les Américains ont dit à une entreprise hollandaise qui fabrique les machines qui fabriquent les puces, vous n'avez pas le droit d'exporter aux Chinois. Comme ça, on va permettre aux Chinois de ne pas produire leurs propres puces, en tout cas les nouvelles. Et en plus, ils ont un plan de 200 milliards d'achats de puces. L'État fédéral et les entreprises, les grands hyperscalers achètent pour 200 milliards de puces Nvidia. Aujourd'hui, je défie quelqu'un de trouver des puces Nvidia de dernière génération à vendre sur le marché. Il n'y en a quasiment plus. Et donc la vraie difficulté est cette dépendance-là. On a pour l'IA à avoir de la puissance de calcul. Si on n'en a pas, on fait comment? Et ce sont des nouvelles puces qui permettent en plus de réduire l'empreinte écologique du calcul. Et donc on est dans ce verdissement-là. Et donc on nous scie les pattes quand on fait ça. Donc c'est pour ça que la souveraineté, c'est pas simplement est-ce que les Américains sont gentils, pas gentils. C'est est-ce que je peux garder une absence de dépendance? Est-ce que je peux faire des choix à chaque moment? Et si j'ai plus le choix à faire, je suis pieds et poings liés, je sais plus comment fonctionner. Et donc la souveraineté, c'est pas simplement ils espionnent, c'est des méchants américains. Non, c'est pas vrai. Ce sont des alliés. Aujourd'hui, si on n'est pas les Américains, on n'aurait jamais pu défendre l'Ukraine. On n'est pas en capacité de le faire. C'est d'ailleurs un problème, c'est que s'ils soutiennent plus l'Ukraine, je pense qu'on n'est pas capable de le faire. Mais du coup, il faut pas le voir simplement comme ça. Il y a une contrepartie à l'intervention américaine, qui est une intervention économique. Ils sont là aussi pour placer leurs produits et pour faire en sorte que... Et donc notre vraie vision, la vraie vision qu'on doit avoir, en tout cas de mon côté à moi, mais ça serait pareil pour une entreprise ou pour une collectivité, je pense, c'est comment est-ce que je peux préserver dans l'avenir ma capacité à faire des choix, mon indépendance, la possibilité de pouvoir continuer à exercer mon activité. Et ça aujourd'hui, c'est la vraie question sur la partie géopolitique, parce qu'on sent bien qu'il y a
un fractionnement du monde. Je parle même pas des Russes et de l'Afrique, puisque on est déjà sur des plaques qui sont déjà existantes. Merci pour cet éclairage géopolitique. Si on continue un petit peu cet exercice de prospective et on regarde un peu plus la partie technologique, parce que là aussi il se passe des choses, et vous avez parlé des puces, et on peut aborder d'autres volets ici. Stéphane, par exemple, sur l'IA aujourd'hui, est-ce que vous pensez que le développement de l'IA, alors peut-être génératif dans un premier temps, comment ça peut influencer justement ce déploiement du Data Act, tous ces espaces de données? Est-ce que vous voyez des accélérateurs, des freins? Quelle est votre clé de lecture? Alors, déjà, je suis tout à fait d'accord, parce qu'on le voit dans les entreprises occlusives, que la dépendance à un seul partenaire, aussi gros soit-il et puissant soit-il, est importante et peut causer des problèmes économiques, puisque une fois qu'ils ont tout le marché, c'est plus simple de dire on va augmenter tous les ans un peu plus. Donc il y a une vraie dépendance aussi économique. Sur l'IA, aujourd'hui, voilà, on voit qu'il y a une croissance énorme, on est tous conscients de ça, je ne vais pas la rappeler. Dans les entreprises, il n'y a pas un jour sans que on ait une proposition d'un nouveau cas d'usage qui dit tiens oui, ça va, on va gagner du temps, on va gagner de l'argent en utilisant l'IA. Alors maintenant, dans le Data Act, en tout cas ma compréhension, c'est que ça peut très bien s'appliquer, le Data Act, puisque l'IA va être en fait un service associé qui va manipuler les données qui vont être du coup dans cet environnement protégé. Par contre, on va se reposer exactement les mêmes questions que vient d'évoquer Monsieur le député en termes de dépendance. C'est vraiment, il nous faut des outils d'IA que l'on puisse maîtriser. Et donc que l'on puisse développer, qu'on ne soit pas dépendant de personnes qui vont nous mettre à jour cette IA ou la faire évoluer, qui se trouve en dehors du territoire européen, par exemple. Donc c'est cette même problématique. Il y a la data qui est au centre de tout ça. On a vu que l'hébergement, c'est une bataille. On est plutôt sur des solutions hybrides, multi-cloud, effectivement. Et sur l'IA, on aura exactement cette démarche-là. Si on veut parler un petit peu des cas d'usage, Johan, tout à l'heure vous insistiez beaucoup en disant pour guider mes clients, en fait je parle de cas d'usage avec eux, on étudie des cas d'usage et c'est à partir de ça qu'on peut les conseiller. Si on prend un cas d'usage dans la banque, dans la finance, par exemple on parle beaucoup de l'euro numérique, on parle beaucoup de l'open banking. Est-ce que vous voyez un modèle de coopération au niveau de données? Il y a déjà beaucoup d'échanges, forcés ou pas dans le milieu de la banque, mais quelles sont un petit peu vos clés de lecture dans ce domaine-là? Non, c'est une bonne question parce que je pense que, petite introduction personnelle, on va dire, je suis moitié français, moitié suédois. J'ai grandi à Londres et je travaille pour une boîte allemande basée à Berlin. Donc déjà 4 pays dans lesquels leur approche à la donnée, leur approche à tout, on va dire, est assez différente l'une des autres. Ce qui est génial parce qu'il y a un héritage, il y a le côté culturel, il y a plein de belles choses. Il y a le côté un peu pragmatique qui est difficile, qui est le côté, rien que quand je vais à Berlin, c'est quand même très basé sur une société cash. Ouais. Pas toujours évident quand on vient d'un monde comme Londres, là où je n'ai pas vu de cash depuis 10 ans. Et donc du coup un peu cette approche de standardisation des données, de partage de données un peu plus européenne, permettrait à toute initiative, et je parle de bonnes initiatives, je parle d'initiatives notamment comme en Suède, là où quand on a son numéro d'identifiant de citoyen, ça nous sert pour notre Doctolib l'équivalent, ça nous sert pour tout ce qui est nos taxes, pour tout ce qui est shopping, pour tout ce qui est ça, c'est tout lié en fait. Et l'idée de pouvoir un peu étendre cette vision à l'Europe et pas dire en fait là du coup est-ce que j'ai assez de cash pour cet endroit-là, est-ce que là ma carte d'identité suffira pour que je puisse m'enregistrer à ce système-là, et surtout quand on essaie de promouvoir une économie un peu plus flexible, un peu plus ouverte, que ce soit en termes d'emploi, que ce soit en termes d'opportunités, cette inclusion des données, ce côté un peu en fait c'est pas parce que tu as un passeport suédois que tu peux pas t'identifier dans le gouvernement français. C'est quoi le Amélie? J'ai pas accès à Amélie alors que je suis citoyen français, parce que je paye pas de taxes ici, parce que je suis basé au Royaume-Uni et toutes ces choses-là ça va vraiment aider. Et pour revenir au côté open banking, c'est quelque chose qui du coup redonne un peu le pouvoir aux individus et leur permet ces déplacements professionnels, ces déplacements personnels et même un peu cette
ouverture sur les différents marchés européens, créant une économie plus puissante et plus cohésive, en mon opinion. Merci. Si on continue un peu cet exercice de prospective, là je reviens un petit peu à la techno et au quantique. Aujourd'hui, Louis, est-ce que vous pensez que le quantique, même si on en est qu'aux prémices, peut créer des ruptures? Quel type de rupture? Vous avez évoqué le chiffrement en introduction de votre propos. Quelle est votre vision, justement, un peu prospective sur ce sujet par rapport à la donnée, la protection des données? Je vais répondre à cette question dans une minute, mais je voulais juste faire 1 ou 2 commentaires sur ce qui a été dit avant, en particulier sur le côté concurrentiel, l'augmentation des prix. Moi, je vois l'inverse. Prenons un exemple très pragmatique. Quand vous étiez sur un cloud public et que vous deviez payer pour sortir vos données, Google a dit j'arrête de faire payer la sortie. Dans le mois qui suit, Amazon a fait pareil. Dans le mois qui suit, Azure a fait pareil. Il y a un monde extrêmement concurrentiel. Donc, le jour où ça va monter dans des rapports importants, c'est pas demain la veille. Et puis alors, effectivement, on est tous interdépendants, et monsieur le député l'a évoqué. À la base du numérique mondial, il y a une société monopolistique, et elle est européenne. Vous l'avez évoqué, c'est ASML. Très peu de gens. ASML fabrique les machines pour faire de la lithographie, dessiner les puces. ASML est un monopole mondial. Si ASML s'arrête, TSMC au Taïwan ou les autres, plus personne ne peut fabriquer. Et donc, le monde dépend de tout le monde. Voilà, on dépend de tout le monde. Voilà, c'est un monde interconnecté, fragile, mais on ne peut pas s'en sortir. Alors maintenant, je reviens à la question sur le quantique. C'est un sujet que je suis un peu, même si je ne suis pas hyper compétent. Je vous recommande la lecture exceptionnelle d'un Français qui s'appelle Olivier Ezrati, qui est le spécialiste du quantique, qui publie tous les mois une Bible qui ne fait que 1000 pages sur le quantique, auquel je comprends même pas les 3/4, mais ça fait rien, j'essaie quand même de lire. Et alors, pour répondre à cette question, j'ai fait même une rubrique sur InCyber sur le sujet. Ça me met de mauvaise humeur un peu, parce que c'est le genre de combat que j'entends aujourd'hui. Le quantique va tuer les clés de chiffrement. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Olivier Ezrati dit c'est peut-être vrai dans 15 ans et encore on n'en est même pas sûr. AES 256, on ne sait pas le casser avec un quantique. Il y a tellement d'urgence de sécurité immédiate que se fantasmer sur ce qui pourrait se passer quand le quantique va arriver, c'est pas le sujet. Voilà, il faut quand même être un petit peu plus pragmatique que ça. Alors ça intéresse un certain nombre de grands chercheurs. Voilà, on travaille sur le sujet, mais le jour où votre chiffrement sera cassé par le quantique, allez, 15-20 ans minimum. Est-ce que vous savez ce qui se passera dans 15-20 ans? Moi, pas. Merci, merci Louis. Une dernière question pour vous, et après on prendra les questions de la salle volontiers. Constance Nebula, donc je rappelais en introduction que vous êtes présidente de l'Open Data France. On a vu que vous avez lancé une consultation pour redéfinir le positionnement de l'association. Est-ce que ça veut dire que l'objectif est d'avoir un panel d'action, un périmètre d'action plus large par rapport à tout ce que vous avez pu nous expliquer et toutes vos convictions? Alors, plus large pas forcément, mais différent probablement. Open Data France est une association qui a 10 ans. J'étais déjà élu il y a 10 ans, le temps passe. Et en fait, l'écosystème de la data en France, et particulièrement de l'open data, mais de la data, n'est plus du tout le même aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Ça, c'est sûr. Ensuite, la question de l'open data vers la data tout court est une question que l'on se pose, dans le sens où, suite à la loi pour une république numérique de 2016, où l'on a donc imposé aux collectivités depuis 3500 habitants d'ouvrir leurs données, donc l'open data par défaut, aujourd'hui, en 2014, seuls 15% des collectivités qui devraient ouvrir leurs données ouvrent leurs données. En gros, ça veut dire que le plafond de verre est atteint entre ceux qui avaient les moyens, ceux qui avaient une ambition politique, ceux qui étaient plus technophiles, etc., etc. Là, on a atteint un plafond où, on a besoin de convaincre autrement. Et comment est-ce qu'on fait pour aller convaincre le maire d'une commune de 10 000 habitants, le président d'un département rural ou une région dans les dom-toms de faire de l'open data pour plein de raisons différentes? Je crois particulièrement qu'il faut les convaincre par le cas d'usage de la data et d'expliquer à mes collègues que c'est je vais pas dire en politisant, parce que c'est quelque chose que je veux garder éventuellement pour après s'il y a une conclusion, mais plutôt
on est des responsables politiques, on a de moins en moins d'argent et on doit faire de plus en plus. Et on doit faire de mieux en mieux parce qu'on a une exigence de la part de nos concitoyens. Donc, comment est-ce qu'on fait pour utiliser au mieux les données pour en faire des vrais outils de politique publique? Quand on a dit ça, ça veut dire donc que l'association Open Data France, qui accompagnait, je vais dire techniquement, les collectivités sur simplement l'ouverture de la donnée, aujourd'hui a, à mon avis, un rôle différent. Et qui, plus que faire un plaidoyer sur les standards, sur ce genre de choses, sur la réutilisation, etc., c'est vraiment plutôt comment est-ce qu'on arrive à convaincre et à ratisser large et à rendre ce sujet populaire dans le sens massif du terme. Et ça paraît presque anodin pour vous. Je peux vous assurer que dans le monde des collectivités, ça n'existe pas. C'est vraiment ça n'existe pas. On a un niveau de maturité sur ces sujets. C'est pas Philippe qui me contredira. Proche de zéro de la part de mes collègues élus locaux. Donc une grande consultation que l'on a lancée au mois de janvier. D'abord une consultation fermée qui s'est terminée par un événement en ligne le 7 février où on a consulté là en resserré nos membres d'abord. Et là, maintenant, on est dans un temps de consultation ouverte auquel je souhaite que tous ceux qui se sentent concernés, et notamment même le privé, parce qu'aujourd'hui on a ce débat, est-ce qu'Open Data France reste une association pour les collectivités, que pour le public? Est-ce que j'ai des acteurs privés qui voudraient éventuellement avoir des échanges en proximité avec l'association? Ce qui est normal, parce que si c'est la porte d'entrée pour des collectivités, ça peut être intéressant. Donc aujourd'hui, on a une consultation ouverte qui est disponible sur le site d'Open Data France. Je vous invite à y participer. Le seul critère, c'est êtes-vous légitime pour avoir un avis sur les sujets data en France? Si vous estimez que oui, moi j'estime que vous pouvez y participer et votre avis m'intéresse. Que vous soyez acteur public ou acteur privé. Et cette consultation se terminera par un événement de clôture le 17 avril au ministère de la Transition écologique et de la cohésion du territoire, en présence du ministre de la Transition écologique et de la cohésion du territoire, quelqu'un de très bien et particulièrement angevin. Tout ça n'est pas... Non, je rigole. Non, pas de boutade. C'est quand même notre ministère de tutelle pour plusieurs raisons et accessoirement le seul qui nous soutient financièrement. Mais c'est un autre débat. Donc, le 17 avril... Le 17 avril, n'hésitez pas, pour un temps qui sera vraiment un temps de travail, de restitution, de discussion sur les scénarios qu'on propose à Open Data France. Moi, ça fait 1 an que je suis présidente de l'association, et je vous avoue que prendre la présidence d'une association et dans les mois qui suivent se dire est-ce qu'on a toujours vocation à exister et de quelle manière ou pas, on n'est pas beaucoup à faire ce type d'initiative. J'assume que demain, l'association peut évoluer, avoir un autre rôle, et je l'espère, un soutien du plus grand nombre pour son action. Merci pour votre courage et vos convictions. On va prendre des questions dans la salle. Oui, je vais passer le micro, monsieur. Merci, j'ai justement répondre un peu à la question, parce que sur tout ce qui est open data, moi j'ai regardé ça dès que c'est sorti, donc c'était en 2010, je crois, une première initiative autour de Rennes qui avait lancé un concours en mettant les informations sur les Vélib qui étaient en ville, et il y avait un développement d'une application mobile, il y avait un concours là-dessus, ce qui avait impliqué aussi les acteurs finalement du privé là-dessus. Ça avait créé un besoin. Et aujourd'hui, moi qui suis dans le privé, de la data, on en a besoin. Et des cas d'usage, on en a. Beaucoup sur tout ce qui est modalité et multimodalité dans les villes. Et aujourd'hui, en réalité, on est plus demandeur et on voudrait dire, voilà les données sur lesquelles on pourrait travailler de manière commune, parce que moi je suis plutôt dans une démarche, on va dire, de création de valeur plutôt que de création de business. Et surtout ce qui est multimodalité, c'est un sujet hyper important, parce qu'on voit bien que les villes veulent mettre en avant cette multimodalité, mais on a besoin de beaucoup de données, et quand on travaille sur des modèles avec beaucoup d'IA, et on a besoin de données réelles, énormément de données. Ce qu'on voit à travers l'open data, c'est trop discret. Il y a pas assez. On n'est pas dans le volume qui nous permet de faire des vrais cas d'usage aujourd'hui. C'était vrai il y a 10 ans peut-être, mais c'est plus vrai aujourd'hui. Donc, vous me confortez dans 2 points. Le premier, c'est que l'open data est un sujet plus petit que le sujet de la data, et donc le sujet aujourd'hui n'est plus l'open data mais la data. L'utilisation, la collecte, le partage de la data pour ce qui concerne les collectivités, avec le privé notamment. Et le deuxième sujet qui me conforte aussi, c'est que entre guillemets, l'open data à la demande est presque plus pertinent que l'open data par défaut, parce que moi je considère pas que publier un tableau Excel des prénoms les plus utilisés dans sa commune, c'est de l'open data hyper pertinent, quoi. Ok, on a coché la case, je fais de l'open data. Super.
c'est quoi le cas d'usage, c'est pourquoi faire, pour quelle politique publique. Aujourd'hui, en 2023, Open Data France a beaucoup travaillé sur un programme qui s'appelle Données et Transition, sur lequel on a été soutenu par la Banque des Territoires, où on a mis en valeur des cas d'usage de collectivités qui utilisent la data au service des transitions au sens large. Mobilité, santé, biodiversité, etc., etc. C'est comme ça qu'on arrivera à convaincre et c'est comme ça qu'on arrivera à casser aussi ce mur entre le public et le privé auquel, d'ailleurs, ça fait presque l'intro avec notre table ronde, parce que le Data Governance Act, il crée aussi un cadre de partage sur le public et le privé auquel moi je crois fermement. Je le dis en tant qu'élu, ça peut choquer des fois des collègues qui sont pas forcément de ma sensibilité politique, mais j'assume que je trouve essentiel le partage avec le privé et de mettre en fait toutes les conditions. Tout le monde a de la data qui est intéressante à produire et à partager. Donc il faut des meilleurs cadres de coopération et il faut surtout que les collectivités arrivent à suivre. Et ça, c'est difficile aujourd'hui en termes de moyens humains, en termes de moyens tout court et en termes de maturité. Je ne désespère pas, on va y arriver. Question ? Oui. Oui, bonjour tout le monde. Déjà, merci pour le débat, c'était super intéressant. Moi, j'ai une question qui est liée plutôt à la façon dont les données, même la sécurité est gérée au niveau public, au niveau des collectivités. Quand je vous entends parler, et aussi j'ai participé à des discussions hier autour de la sécurité, autour des collectivités, j'ai l'impression qu'il y a un manque de gouvernance sur l'ensemble du territoire, un manque de budget et honnêtement, c'est des choses que je découvre. Je voulais savoir déjà si c'est effectivement le cas et comment on peut bouger les lignes pour améliorer la situation. Je peux me permettre d'intervenir avant que vous preniez, parce que je participe en ce moment à un nouveau projet qui est lancé par l'AFNOR, l'organisme qui a un stand d'ailleurs ici, pour créer un document pour aider les collectivités locales à migrer dans le cloud. Je ne sais pas si vous savez que ça existait. Et donc, au mois avant l'été, ce document va sortir. Donc oui, il y a des efforts qui sont faits. Je participe de façon bénévole à ce projet pour les aider. Et donc voilà. Donc oui, il y a on commence à prendre conscience du phénomène et on n'oublie pas il y a quelques grandes communes ou grands organismes, 200-300 en France, qui ont des moyens, et il y a 24 000 petites mairies ou communes qui ont zéro moyen informatique. Pour aller dans ce sens-là, enfin, c'est peut-être un point d'accord avec lui. Il y a des choses qui se passent. Elles se passent pas assez vite. Elles se passent à bas coût, en tout cas à bas financement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment de financement déversé pour ça. L'État lui-même a du mal à le faire pour lui, donc il repousse ça aux collectivités en disant débrouillez-vous, parce qu'en fait il sait même pas comment faire pour lui. Enfin, aujourd'hui, l'État produit des données dans tous les coins, mais il les produit en silo. L'éducation nationale produit ses propres données et il les donne pas à d'autres ministères qui pourraient en avoir besoin. Enfin, il y a plein de choses qui ne circulent pas. Et je suis d'accord, la donnée elle devrait dans un ensemble de moments circuler. Le cloud permet techniquement de pouvoir le faire, mais pas que. C'est-à-dire que on devrait avoir la capacité à traiter les données et avoir un seul. Enfin, aujourd'hui, on a un DPO par ministère. On a un système d'information par ministère. Ils sont pas capables de se mettre d'accord sur ce que c'est qu'une donnée, comment ils la gèrent, comment ils la stockent et comment ils fonctionnent. C'est quand même assez idiot. Et en fait, ce qu'on voit bien, c'est une matérialisation. Nous avons un secrétaire d'État, une secrétaire d'État, un ancien, il était ministre délégué, mais qui n'était pas de plein exercice, il est systématiquement sous Bercy, alors que l'informatique devrait être quelque chose qui est piloté. La plupart des pays voisins, je prends l'exemple du Luxembourg, le Premier ministre luxembourgeois est toujours ministre de quelque chose, et généralement il était ministre des Finances. Bizarre au Luxembourg, peut-être un point important, mais il y a 5 ans, le Premier ministre était le ministre de l'informatisation, de la numérisation de la principe, enfin, du Grand-Duché. Parce qu'il a pensé que c'était le plus important. Monaco fait des efforts fabuleux sur le sujet. Et nous, on n'est pas capable. Et donc ça pose un véritable sujet. Et on le voit bien d'ailleurs dans les textes de loi qu'on nous présente. Le texte de loi sur Nice 2, ça va être porté par Marina Ferrari au titre de Bercy, parce que c'est du numérique, mais ça va être construit par l'ANSSI, qui dépend directement du Premier ministre. Et en fait, on ne sait pas trop qui pilote quoi et comment on va discuter de ça. Donc on a un véritable problème justement de cohésion sur le sujet. Puis puisque j'ai le micro, et j'en prends 15 secondes pour dire à Louis que je suis absolument pas d'accord avec lui, l'exemple qu'il a donné sur les egress fees, moi, m'interpelle beaucoup, parce qu'il faut pas dire que c'est parce qu'il y a de la concurrence entre eux que les egress fees ont disparu. C'est parce que le DMA est passé par là et a dit que d'ici 2 ans, il y aurait plus d'egress
exercice parce que ça serait interdit, et que dans la transposition qui est dans la loi SREN, nous avons dit qu'en France, c'était à partir de la publication, de la promulgation de la loi. Et quand Google a commencé à le faire, ils l'ont fait, voilà, l'autorité de la concurrence est venue les voir en disant mais vous êtes obligé de le faire pour tout le monde, de la même façon et de façon définitive. Et c'est comme ça que tout le monde s'est enclenché. C'est pas une question de concurrence, c'est une question de réglementation. Heureusement qu'on sert un peu à quelque chose de temps en temps, parce que sinon... Est-ce qu'il y a encore une dernière question dans la salle? Est-ce que quelqu'un veut profiter de la présence de nos intervenants? Non. Est-ce qu'on a droit à un mot de la fin, sinon, après? Oui, non, mais c'est promis. Je leur avais promis. On a pris un tout petit peu de retard, mais avec les organisateurs. Donc, madame, si vous voulez bien... En fait, ça doit être sympa, l'ambiance dans l'hémicycle, quand on siège dans la majorité. Non, mais mon mot de la fin, il est complètement sur la même ligne, parce que le fait de porter le principe d'avoir enfin un jour un ministre ou une ministre de numérique, de plein exercice, qui dépendent du Premier ministre et qui est autorité en transversalité sur les ministères, j'en rêve. Donc donc on va faire un rêve à deux. Et donc mon mot de la fin, il est celui-là. Quand est-ce qu'on fait du numérique, et donc là on est sur les sujets de données, mais globalement des sujets numériques, un sujet politique? Quand est-ce qu'on a enfin une gouvernance et un vrai service public de la donnée? Quand est-ce que on arrête de parler de techno, même si vous êtes tous des experts plus techniciens que moi? Quand est-ce qu'on fait des sujets numériques, non pas un sujet des technos, mais de sujets de politique publique ou de politique tout court? Voilà, c'est ça mon mot de la fin. On a encore beaucoup de combats à mener. Je sais pas si Louis, vous souhaitez. Oui, merci. Et on est trois au moins. Voilà. Ok. Bon, je reviens un peu sur quand même le thème d'ici, où on est dans le monde de la cyber. Moi, je préfère parler maintenant de cyberconfiance que de cybersécurité. Et je crois que je voudrais terminer sur un message d'espoir, une fois de plus, positif. L'offre de solutions pour se protéger pour les données est largement supérieure à la demande. Il suffit de visiter le salon. Je défie aucune personnalité politique de comprendre quoi que ce soit à ce qui est exposé en bas, tellement l'offre est compliquée. Il faudrait peut-être déjà simplifier les choses. Moi, quand je le circule, je ne comprends pas grand-chose toujours. Okay. Donc, choisir ses priorités. Et aujourd'hui, on a les moyens de protéger les données, donc de les partager, parce qu'on ne peut pas partager ce qu'on ne protège pas. Voilà. Et à ce moment-là, donc, il y a plein de moyens de faire ça. Donc, restons positifs et ne nous focalisons pas sur ce qui pourrait ne pas marcher. Et commençons par voir ce qu'on pourrait faire réussir. Et il y a plein de choses à faire dans le numérique, dans la donnée et dans la cyberconfiance. Merci de cette tonalité positive. Johan, peut-être un petit mot? Oui, du coup, tout aussi positif, mais je pense très différent parce que j'ai zéro enjeu politique. Non, je rigole, mais pour moi, mot de fin sur un peu la revanche européenne, les espaces de données, comment est-ce qu'on approche les données, c'est vraiment une question de cas d'usage. C'est une question on l'a tous dit d'une manière ou d'une autre, c'est trouver une stratégie, trouver ce qu'il vous faut, trouver ce qui vous compte à protéger et comment le protéger, qu'est-ce que vous cherchez à protéger, pourquoi vous cherchez à le protéger, parce que j'ai aussi beaucoup de clients qui me disent on veut tout protéger à parts égales, pas nécessairement toujours le besoin. Et à partir de là, n'ayez pas peur de vous dire en fait, on peut se lancer à la fois dans les nouveaux produits, dans les produits américains, dans les produits européens, dans les produits asiatiques, dans les produits de n'importe où dans le monde, mais avec une conscience de se dire, en fait, peut-être que l'approche européenne qui est un peu plus locale, dépendant de votre business, peut en être une qui en vaut la peine. Et pour ces choses-là, allez parler du coup un peu au côté européen et aux différents systèmes. C'est vraiment un cas d'usage et c'est vraiment ce que vous voulez faire dans votre stratégie qui va dicter ça. Si vous voulez, très content d'avoir une autre discussion dessus. On a un stand aussi ici. Je sais pas où il est, donc du coup, c'est pas un très bon plug. Si, Ionos G40, voilà. Comme ça, mon boss va pas m'engueuler. C'est bon. Mais bon, honnêtement, c'est vraiment tout dans le cas d'usage et tout dans la stratégie. Puisque tout le monde a été très positif et que je fais mien ce qu'ils ont dit, je vais être très négatif. Mais vous allez voir, c'est positif. On est devant une période qui s'ouvre, qui va être très compliquée pour la France sur la partie cyber, puisque avec les JO, avec le positionnement géopolitique de la France, on rentre dans la période de turbulence où on va avoir des attaques dans tous les coins. Donc quand je dis ça, je suis très négatif, parce que je pense qu'on va vraiment se faire taper, puis bien, ça va secouer vraiment très fort. On l'a bien vu lundi, il y a 15 jours, quand on a eu une petite attaque DDoS sur le réseau interministériel d'État. Bizarrement, juste avant que dans l'hémicycle, on nous présente le plan de soutien à l'Ukraine et avant que le président discute de l'Ukraine devant les Français. Donc on sait à peu près d'où ça vient. Et donc on va être dans une période où on va passer à la lessiveuse. C'est un avantage. C'est que du coup, le grand public va se rendre compte et va commencer à mettre le doigt sur la cybersécurité. On le voit à chaque fois qu'il y a une attaque.
On l'a vu avec le coût des mutuelles. Ça a généré une prise de conscience de la part de nos concitoyens parce qu'ils n'ont pas aimé du tout savoir que leur numéro de sécu était parti, qu'un ensemble de choses allaient partir et que du coup ils allaient éventuellement se faire ficher ensuite. Et donc je pense que la cybersécurité, ça a été dit, il y a des offres. Il n'y avait pas encore la conscience du grand public. Et ben maintenant, elle va arriver à cause des attaques qu'on va avoir, ça va monter. Et pour les entreprises, c'est aussi ce qui se passe. Et Nice 2, qui moi je pensais que ça arriverait un peu trop tard, mais en fait va pouvoir profiter de ça pour pouvoir s'imposer et qu'on voit pas simplement Nice 2 comme étant une contrainte supplémentaire pour les entreprises, un risque pénal supplémentaire pour les dirigeants d'entreprise et de l'argent à dépenser en plus pour les collectivités. Il va falloir qu'on mette vraiment la cybersécurité dans la gouvernance des données et la gouvernance de la protection des entreprises et des organisations. Merci. Stéphane. Et donc, je reprendrai le terme prise de conscience qu'il doit y avoir aussi dans les entreprises et organisations, à mon sens, une prise de conscience des maîtrises et des dépendances. C'est-à-dire regarder dans nos organisations, dans nos entreprises, à quoi nous sommes dépendants, quels sont les acteurs stratégiques. Et c'est comme ça on va pouvoir décliner finalement, voilà ce que je dois protéger en priorité en termes de cyberattaque, en termes de localisation des données, etc. Parfait. Un grand merci à vous. Je vous demande de remercier nos orateurs. J'ai eu beaucoup de plaisir à préparer et à animer cette table ronde avec eux, de fortes personnalités mais charmantes. Donc merci à eux et bonne suite de FIC à tous.